Le football brésilien, il avait perdu quelque chose. Pas ses talents, non, mais son âme, sa ginga. Pendant des années, à force de vouloir copier le style européen, il a failli tout oublier. On va voir ensemble comment une véritable révolution, à la fois tactique et culturelle, est en train de tout changer. C'est un retour aux sources, mais pour réinventer le jeu. Alors, voici notre feuille de match pour aujourd'hui. On commence par le diagnostic, cette fameuse âme perdue. Ensuite, on plonge dans la révolution de Fernando Diniz et l'énorme surprise qu'elle a créée. Après ça, on verra comment Carlo Ancelotti est venu apporter sa touche. Et pour finir, on comprendra pourquoi tout ça, c'est bien plus que du foot, c'est une reconquête culturelle. Allez, c'est parti. On attaque avec le premier point, l'âme perdue. Parce que pour bien saisir la solution, il faut d'abord comprendre le problème. Comprendre comment on en est arrivé là, à ce moment où le Brésil a, en quelque sorte, oublié son propre jeu. La question était vraiment sur toutes les lèvres. Comment est-ce que la nation qui nous a donné Pelé, Garrincha, le Jogo Bonito, comment pouvait-elle avoir l'air si prévisible? Le cœur du problème, il était là. C'était une vraie perte d'identité. Et au centre de cette identité, il y a ce mot, la ginga. Ce n'est pas juste un dribble, c'est une philosophie. C'est ce balancement, cette improvisation, ce rythme corporel qui rend le jeu brésilien, brésilien. Et c'est précisément ça que la copie du jeu européen menaçait de faire disparaître. Et voilà le conflit, résumé ici. D'un côté, la tradition brésilienne, la spontanéité, l'improvisation, la malice. De l'autre, ce modèle importé d'Europe, des systèmes rigides, des schémas prévisibles, des joueurs qui deviennent de simples exécutants. Les artistes étaient devenus des soldats, et le jeu, un programme à réciter. Et c'est là, en plein cœur de cette crise, qu'arrive la révolution Diniz. C'est le retour d'une idée qui semblait radicale, mais qui va absolument tout changer. Et voilà l'homme en question, Fernando Diniz. Son idée, qui paraissait complètement folle à l'époque, était finalement assez simple. Et si on se remettait à jouer comme des Brésiliens? Mais attention, pas de manière nostalgique. L'idée, c'était de marier cette tradition avec toute la rigueur analytique et les données du foot moderne. Pour vraiment saisir sa philosophie, il faut comprendre un mot, le jeitinho. C'est un concept culturel brésilien qui va bien au-delà du foot. C'est l'art de la débrouille, de trouver des solutions intelligentes, créatives, pour contourner des règles ou des systèmes trop rigides. Diniz a simplement appliqué ça au football. Donc le point de rupture, il est là. Le jeu de position à l'européenne, c'est simple, ça cherche à occuper l'espace de manière rationnelle. Le jeu de relation de Diniz, lui, il cherche à saturer les sens de l'adversaire. L'un, c'est un programme à suivre, l'autre, c'est une stratégie qui adore le chaos. Au lieu d'étirer le jeu, on le compresse pour mieux faire mal. Et cette théorie, elle va devenir incroyablement concrète lors d'un match en septembre 2025. Une seule action de jeu, qu'on a surnommée la séquence de la rue, va devenir un cas d'école et la preuve éclatante que sa vision n'était pas juste un rêve. Alors décortiquons-la, cette fameuse action. Tout part d'un dribble, du flair individuel pur. Juste après, une tabella, un 1-2 hyper rapide. Ça enchaîne avec un toko imevoy, je donne et je propose tout de suite. Et ça se finit avec une escadinha, une course de soutien en diagonale. En à peine 7 secondes, on a 4 concepts clés du football de rue brésilien qui ont littéralement fait exploser la défense adverse. Et ce n'est pas juste une impression visuelle, les chiffres le confirment. Les analystes ont calculé que la distance moyenne entre les touches de balle chez Diniz est 40% plus courte que dans un système comme celui de Guardiola. Cette densité folle, elle crée un chaos organisé que les défenses adverses ne savent tout simplement pas comment gérer. C'est l'illustration parfaite de cette idée de compression. Et ce qui n'était au départ qu'une utopie un peu romantique, va très vite devenir une arme redoutable et provoquer une surprise mondiale. Le test ultime, le voilà. Finale de la Coupe du Monde des clubs 2025. D'un côté, le Fluminense, adepte de ce jeu de relations. De l'autre, la machine tactique de l'Inter Milan. C'était littéralement le chaos contre l'ordre, la rue contre le laboratoire. Alors comment ils ont fait? Ils ont organisé le chaos. Avec une structure qui n'arrêtait pas de changer, des joueurs universels qui pouvaient être partout à la fois, et surtout, cette fameuse technique du tilting. Ils ont concentré jusqu'à 8 joueurs dans un mouchoir de poche de 15 mètres et ils ont complètement noyé la défense italienne sous une avalanche de passes courtes et imprévisibles. De la ginga à l'état pur. Et cette phrase, elle résume absolument tout. Ce jour-là, ce n'était pas juste une victoire tactique, c'était la victoire d'une philosophie. La sophistication européenne venait de se fracasser contre la mémoire de la rue. Mais attention, ce chaos créatif, aussi magnifique soit-il, il fallait le stabiliser pour pouvoir rêver de gagner une Coupe du Monde. Et c'est là que le génie de Carlo Ancelotti entre en jeu. C'est la grande question que tout le monde se posait. Est-ce que cette approche, aussi belle et excitante soit-elle, est assez solide pour tenir la route dans la plus grande des compétitions? Ou est-ce qu'il faut lui injecter une dose de pragmatisme européen? C'est exactement le défi qu'a dû relever Carlo Ancelotti avec la Selectio.
Et sa solution, elle s'inspire d'une théorie d'ingénierie qui s'appelle la théorie du joint torique, ou O-ring. L'idée est en fait très simple. La solidité d'un système, c'est la solidité de son maillon le plus faible. Donc, pour protéger un système ultra créatif, il faut un élément dont la seule et unique mission est d'être absolument infaillible. Et en pratique, sur le terrain, ça donne quoi? Eh bien, Ancelotti a mis en place une base défensive hyper stable, un 4-4-2 solide. Et au cœur de ce système, des joueurs comme Casemiro ou Bruno Guimaraes. Leur rôle, ce n'est pas d'être créatif. Leur rôle, c'est d'être les gardiens du chaos. Ce sont eux, les joints toriques, qui s'assurent que la fusée n'explose pas en vol. Et puis il y a la touche Ancelotti, cette insistance sur l'interaction invisible. On estime que 75% de la communication sur un terrain est non-verbale. Un regard, un geste, l'orientation du corps. Le foot, ce n'est pas juste un plan crié depuis le banc de touche, c'est une conversation que les joueurs écrivent ensemble, en temps réel. Et Ancelotti, c'est le maître pour créer ce langage commun. Finalement, tout ça nous amène à la dernière étape, la reconquête culturelle. Parce qu'on se rend compte que ce mouvement, il va bien au-delà d'un simple tableau noir et de schémas tactiques. En fait, ce retour aux sources, ce n'est pas du tout une invention. Ça s'ancre dans une histoire très longue. Dès 1938, l'écrivain Gilberto Freyre parlait déjà de surprise et de malice. Eduardo Galeano a rappelé que ce football est né dans les rues sur des terrains minuscules. Et plus récemment, un théoricien du Barça, Paco Ceirulo, a parlé de savoir situer. L'idée que le joueur, dans le feu de l'action, en sait toujours plus que le plan du coach. Le Brésil avait juste oublié qu'il avait toujours su ça. Et on termine avec cette idée qui résume parfaitement toute cette philosophie. Le football, ce n'est pas une équation à résoudre, c'est une conversation humaine à entretenir. En se reconnectant à son âme, à son jeitinho, le Brésil ne fait pas que rappeler au monde comment il joue, il lui rappelle peut-être aussi pourquoi on joue.